passé de beau du côté de Louga, c'était la fête du football, c'était la fête du navétane. Le trophée remporté par Yamatoni. Je pense que les Thiessois, nous avons Yamatoni. Et finalement, Yamatoni partagé le trophée. C'est la énième fois que les clubs navétanes de Ziguinchor remportent, je dirais des équipes navétanes de Ziguinchor remportent le trophée national. C'est tout bénéf pour la phase nationale, tout bénéf pour le long cap du Sénégal, parce que tout simplement, ça a été une belle fête de la communion des jeunes férus du navétane à Louga. Après, on va passer, bien entendu, en attendant l'arrivée de Youssou Ndoye, le grand basketteur qui était de la Chine, même si on me dirait que ça a été le fiasco pour le basket sénégalais. 5 sorties, 5 défaites. Pourquoi? Comment ça s'est passé là-bas? On va en discuter avec lui. Et enfin, il y a Nalafal qui sera là. Nalafal, un manager du sport, un docteur en sport et qui connaît bien les mots du sport sénégalais. On vous fera parler. Mais en attendant, on va démarrer. Comprenez que du côté de Dakar, ça plaît. Quand ça plaît à Dakar, contrainte partout. En attendant l'invité de nos deux amis, on va commencer par le président Momar Lo qui a pris le soin d'être là malgré la pluie. Bonsoir, président. Bonsoir, Nico. C'est un grand plaisir. Tout à fait, partagé. Le président Momar, il faut le dire, il faut le rappeler du moins, c'est le président de l'ODCAV de Dakar. L'ODCAV de Dakar qui a démarré ses activités. Qui a démarré ses activités depuis le 18 août. Et pratiquement les zones ont démarré. Là, ce sont les compétitions qui ont démarré. Les compétitions zonales oui. ont démarré dans le département de Dakar. Tout à fait. Et nous sommes déjà au deuxième tour pour certains et troisième tour pour d'autres d'ailleurs. Comme la zone 6 de Yoff, qui a terminé hier son troisième tour. Tout à fait. Donc, elle lui reste que 2 tours pour boucler les phases préliminaires avant d'entamer les quarts de finale. Tout à fait. Donc vous comprenez que nous avons déjà gagné du temps par rapport à l'année dernière. Par ce qui se passe l'année dernière, à la même période, on n'avait même pas encore démarré les Naïtats au niveau de Dakar. Donc voilà, je me rappelle qu'on avait déjà dit ici même que notre objectif c'est de boucler le calendrier au plus tard le 1er décembre. 1er décembre. Pour permettre justement aux autres acteurs de poursuivre les activités sportives. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'équipes à Dakar. Beaucoup d'équipes à Dakar. On reviendra avec le président Mohamed Cheikh Gomis. Tu sais, bizarrement, il y a quand chaque jour, tu Cheikh Gomis et Nicolas sont ensemble. Quand vous disent on est toujours ensemble. Il ne faut pas vraiment. Tu non. Es tellement dangereux. Tu es tellement dangereux. On partage le même endroit. Hein, donc, non, on partage le même bureau. Mais quand toi tu montes, moi je ne suis pas là. Moi je viens le matin. Oui. Tout le monde sait que je viens ici à 5 h du matin. Oui, certains matins. Voilà. Et des fois je quitte ici à 14 h 30 ou des fois je passe la journée ici, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Et moi j'arrive à 15 h. Et toi, bon, tu es dans tes. Hein? Cheikh Tidiane, vous êtes toujours ensemble. Ça pose problème. Voilà, d'accord. Ça pose problème. Mais c'est normal, nous sommes toujours ensemble. On partage la même joie de travailler et de la passion du sport parce que nous sommes des affiliés de ce sport sénégalais. On va faire avancer le sport sénégalais. À Thiès, on a salué la victoire de Génération Foot face à Zamalek. Ça n'a pas été une surprise. Ou une surprise. Mais non, il faut dire la vérité, ça a été un exploit. Pour dire vrai. Pour dire vrai, vous avez fait Caire et vous connaissez donc la puissance financière de cette équipe. Et ça, c'est un club qui peut rivaliser avec les clubs européens. Sur le plan infrastructurel, sur le plan moyen, sur le plan d'effectifs et tout. Et il ne faut pas aussi oublier, c'est une équipe vraiment qui est plusieurs fois championne d'Afrique. Hein. À 5 reprises. Et c'est une histoire. Hein. Zamalek, c'est une histoire. Tout à fait. Du football continental. Bon, c'est un exploit. Quand Génération Foot, Génération Foot, chaque année perd des joueurs qui partent en Europe. 6 joueurs par cette année-ci. Et qui arrivent vraiment à passer le premier tour et venir au deuxième tour, rencontrer le Zamalek et battre le Zamalek. Et où l'équipe de Génération Foot est un SDF. Il ne faut pas l'oublier. SDF comment? Il ne reçoit pas à domicile. Tout à fait. Il reçoit à l'extérieur. Donc, mais... Il ne reçoit pas Denis Birando. Voilà. Encore moins à Thiès, à Rufisque. Voilà. Non, mais à Thiès, il quitte son fief. Et il quitte sa ville aussi pour aller... Est-ce que ça n'a pas été un choix? Non, mais attends. Ça a été un choix, moi je dirais, Génération Foot ne pouvait pas jouer à Denis Birando. Oui. Encore moins à Rufisque. Oui. Soit c'est Alassane Djigo, ou bien à Léopold, ou bien
migré vers Thiès. Tout à fait. Et ils ont opté pour Thiès et maintenant c'est devenu une habitude, hein. Le football sénégalais sur le plan international joue, et d'ailleurs même il y a une information qui est sortie que Sénégal-Congo éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le match se jouera à Thiès. Oui, actuellement c'est l'infrastructure qui répond au nom. Voilà, non parce que c'est du n'importe quoi à Léopold Senghor. C'est du n'importe quoi. Non, le projet n'est pas encore parce que ça doit être en réhabilitation. Bon d'accord, mais c'est du n'importe quoi. On arrivera. Voilà. Donc pour terminer, c'est un exploit quand Génération Foot arrive à battre l'équipe de Zamalek à l'aller et vraiment le but de Zamalek. Il fallait pas prendre. Il fallait pas prendre ce but-là. C'est ce but-là, moi qui me. Mais je dis bien, maintenant, ça va se jouer au mental. Tout à fait. Ce match retour, vous connaissez bien l'Égypte, le Caire, le Zamalek, qui a beaucoup de supporters. Ils vont crier pendant 90 minutes. Ils n'ont pas beaucoup de supporters, ils ont un monde. Voilà, ils vont crier pendant 90 minutes poussés. Et il ne faut pas encore oublier une chose, que Zamalek a joué la Coupe d'Égypte mercredi. C'est mercredi qu'il a joué. Ouais. Mercredi, l'équipe de Zamalek a pris l'avion, parce qu'ils ont les moyens. Ils ont pris l'avion la nuit pour venir à Dakar. Jeudi. Pour venir à Dakar et pour jouer, donc il fallait jouer. Samedi. Mais donc, attention, il y a deux éléments qui seront très déterminants au match retour. Il y a la récupération. Il faut que Génération Foot puisse aller très tôt au Caire. Deuxièmement, avoir le mental pour tout simplement affronter vraiment cette vague rouge. On est à 2 semaines de ce match retour, président. Voilà, moi je pense que d'abord il faut féliciter Génération Foot. D'abord sur l'organisation du match. Moi j'étais à Thiès, comme beaucoup de sportifs d'ailleurs. Et d'abord les conditions d'organisation du match au niveau international. Tout à fait. Je pense que c'est pas une première chez eux. Ils ont mis quand même la barre très haute en termes de standard d'organisation de match international. Et ça fait la fierté quand même de tous les sportifs qui viennent au niveau du stade. Tout à fait. Ça, je pense qu'il faut toujours le souligner. Depuis sa première sortie, je me rappelle bien. Non, depuis pratiquement 4 ans, Génération Foot quand même, mais les standards internationaux dans l'organisation de ces matchs. Tout à fait. Ça, à ce niveau quand même, il faut féliciter son top management, mais également féliciter l'encadrement technique. Parce que quand on regarde un peu le match, moi j'étais au stade, on regarde un peu l'effectif de Génération Foot. Ils sont très jeunes. Tout à fait. La moyenne d'âge tourne certainement autour de 20-21 ans. Tout à fait. Contrairement aux Égyptiens, moi j'ai fait une petite recherche, la moyenne d'âge tourne autour de 28-29 ans. C'est des joueurs qui sont en maturité. C'est des capés. Et c'est des joueurs qui ont un niveau international beaucoup plus élevé que les joueurs de Génération Foot. Bien entendu. C'est des jeunes joueurs, pour certains qui découvrent l'Afrique. Certains, c'est le premier match en Afrique. Et malgré tout ça, ils ont quand même essayé, dominer le jeu, sauf les 15 premières minutes, où Zamalek a tenu le ballon. Et certainement, c'était un choix tactique pour Djibi Fall. Tout à fait. Après, le jeu était à l'avantage de Génération Foot pendant pratiquement 90 minutes. Avec un très bon Chérif Bayo. Au point de marquer les 2 buts. Tout à fait. Et le numéro 9. Tout à fait. Limamou, qui a été exceptionnel. Tout à fait. Qui a été même au même niveau que les défenseurs de Zamalek. Il les a fait voir des vertes et des pas mûres. Tout à fait. Donc, véritablement, c'est une équipe à encourager, à féliciter d'abord pour le résultat, parce qu'ils ont gagné. Le seul bémol, c'est justement le but qu'ils ont encaissé, et ça, c'est par naïveté. Ouais, un but d'inattention. Naïveté, manque de concentration au niveau de l'axe central, et ça qui est dommage. Mais moi, j'étais persuadé que Général pouvait même marquer 3 à 4 buts supplémentaires pour prendre encore le large par rapport aux Zamalek. Et c'est là où réside justement quand même l'exploit de Génération Foot. Quand on sait que Génération Foot déjà a terminé la saison au mois de mai, fin mai, ils ont terminé le championnat. Juin, juillet, août, septembre. On n'a pas eu de compétition. Et perd 6 joueurs. Pendant ce temps, Zamalek a terminé son championnat le 28 juillet. Tout à fait. A joué la finale le week-end passé. Mercredi, tout à fait. Va rejouer ce mercredi la Supercoupe avec El Ahly. Donc ils sont en compétition. Ils sont en compétition, en préparation. Ils sont en compétition régulièrement, contrairement à Génération Foot. Donc vous voyez cet avantage-là de compétition qu'ils ont par rapport à Génération Foot. C'est un avantage sportif. Tout à fait. Mais
qui ne s'est pas encore, qui ne s'est pas très senti au niveau du terrain. C'est là où, comme l'a dit Gomi tout à l'heure, que le match retour sera déterminant et décisif. Il faut encore réarmer. Mais comment préparer ce match retour? Il faut encore réarmer cette jeunesse-là avec son mental, son savoir-faire, son génie, parce que c'est de très bons joueurs. Les laisser s'exprimer. Essayer quand même de les booster moralement, de ne pas avoir peur du public, de l'inexpérience des grandes compétitions dans un stade peut-être bondé de 50 à 60 000 spectateurs. Toutes ces préparations au niveau mental qu'il faut pour mettre déjà l'accent à ce niveau. Maintenant, sur le plan tactico-sportif, ils ont suffisamment de techniciens, Ablaye Sarr, Djibi Fall et tous les autres, pour voir quels sont les meilleurs schémas pour mettre en difficulté l'équipe de Zamalek. Très bien. Comment préparer ce match? Mais Momar l'a dit, hein, préparer tout d'abord, c'est permettre à cette équipe qui représente le Sénégal de mettre cette équipe dans de très bonnes conditions. C'est le Sénégal qui joue, Momar. C'est le Sénégal qui joue. Il faut que les autorités pensent un peu à nos équipes, locales. Tout à fait. Notre football local. Il ne s'agit pas de mettre des milliards en équipe nationale A et oublier tout simplement vraiment nos équipes qui sont sur le plan national. Tout à fait. Ils représentent le Sénégal. Donc, en faisant quoi, c'est moi, ce qui s'est passé avec le Djarab, ce qui s'est passé avec Génération Foot, ils étaient les deux quand ils partaient, oui. Et mais ces deux équipes-là, quand ils partaient en Afrique, ils ont eu des problèmes. Des problèmes de quoi? De déplacement de billets. Contrairement à Zamalek, qui a quitté le Caire, non, mais c'est ça. affrété son vol. Et retourné. Mais Miliko, moi je pense quand même que Génération Foot, c'est quand même des professionnels. Je crois qu'ils ont déjà... Moi je suis à peu près sûr, hein, qu'ils ont déjà anticipé le voyage du Caire. Ça, j'en suis presque sûr à 100%. Souhaitons que ce soit le cas. Parce qu'on se rappelle récemment l'année dernière. Ils sont déjà prêts pour ça, j'en suis presque sûr. Oui, ils ont pris... mais ils ont tiré l'expérience des années précédentes. Et puis en plus, dans le management même de Génération Foot, quand même, ce n'est pas de l'amateurisme. Tout à fait. Hein? Ils sont vraiment dans les standards. Je suis d'accord. Oui, mais président... Mais ce n'est pas eux. Je sais, mais il peut même contourner l'autorité. Si l'autorité... Ce qui n'est pas normal. Ah, mais c'est des professionnels. C'est des professionnels. Oui, si l'autorité aujourd'hui n'est pas aussi pronte pour les accompagner, moi je suis à peu près sûr qu'ils prendront les responsabilités. Souhaitons que ce soit le cas. C'est tout ce que nous souhaitons. Seulement, Cheikh Tidiane n'a pas tout faux. Parce que l'année dernière, il y a eu ce problème de billets d'avion qui s'est posé pour aller au Maroc. Mais il faut tirer l'expérience. Et cette fois-ci, oui, l'expérience. On apprend des erreurs. On souhaite que cette fois-ci, Génération Foot qui a eu, il faut le dire, c'est l'exploit, qui a créé l'exploit de battre Zamalek. Quand je dis Zamalek, c'est un monde. Cheikh Tidiane sait de quoi on parle. Absolument. On connaît Zamalek, a déjà son hôtel. Zamalek a carrément un stade à lui. Zamalek, c'est un siècle d'existence. Génération Foot, c'est 18 ans d'existence. D'accord, ça résume à dire que c'est David contre Golita. Ça, c'est clair. Maintenant, souhaitons qu'on continue dans cette histoire. C'est depuis 1908. Oui. Génération Foot créée en 2000. Donc ça n'a rien à voir. Non, souhaitons que ce soit le cas. Mais vous voyez, malgré tout, c'est un plan sportif. On a un acquis. Il faut préserver. On a un acquis. Voilà, c'est ça. Et l'acquis, c'est on mène par 2-1, c'est vrai. Ouais. Ce but qu'il ne fallait pas prendre, mais on mène, c'est nous qui menons. On a un avantage. Et l'avantage, il faut aller maintenant au match retour, négocier ce match. Et pour le négocier, il faut mettre cette équipe-là dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire quoi? Arriver très tôt au Caire. C'est ça. Avoir une bonne récupération des joueurs et permettre à cette jeunesse vraiment de vivre la phase de poule de la Ligue des Champions. Heureusement que le Génération Foot a déjà 6 internationaux pour le match qui va se jouer le week-end prochain, le 28, contre la Guinée, le série national. Ça c'est clair. Souhaitons, le 21, excusez-moi, c'est le samedi prochain. Souhaitons que ce soit le cas, que les 6 joueurs soient en forme et pensez aller dans 15 jours au Caire. Ok, il ne faut pas rire. Je ne me moque pas, parce que je sais qu'on sera entre Yalla et Yali. C'est possible. Tout est possible. C'est possible. Moi, je suis possible. Mais ça sera vraiment entre Yalla et Yali. Monsieur Nalafal, bonsoir.
Oui, c'est la pluie, les contraintes de déplacement à Dakar. Effectivement. Vous êtes excusé. Ouais, merci. Dakar. Je disais tantôt, c'est un grand manager du sport que nous allons recevoir, un docteur en sport, n'est-ce pas? Qui connaît bien ce qui se passe comme mot du sport sénégalais. Bon, je dirais mot, j'ai mis mot, je ne dis pas le mot, hein, O-T, non, c'est A-U-X. Parce qu'on est malade partout en sport sénégalais. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Monsieur Sonko Nicolas. Vos téléspectateurs. Tout à fait. Donc, c'est intéressant de partager le plateau avec vous parce que il y a 2 ans de cela, j'ai eu à soutenir une thèse sur la gestion du sport d'élite. Et on a travaillé en profondeur sur la préparation olympique et l'histoire de la préparation olympique et aussi l'implantation obligatoire d'un système de sport-études qui puisse permettre aux jeunes Sénégalais de s'exprimer aussi bien sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'éducation et se préparer à la reconversion. Tout à fait. Parce que nous nous étions rendus compte que beaucoup d'anciens sportifs sénégalais tirent le diable par la queue à la fin de leur carrière. Et donc, il était important de réfléchir et pour cela, il faudrait déterminer le rôle de tous les acteurs, en commençant par l'État, à travers le ministère des Sports, le CNOS et son rôle, le rôle des fédérations, le rôle des clubs, jusqu'au rôle des joueurs et athlètes en général. Je peux avoir cette thèse-là? Oui, et bientôt, dans 15 jours, vous aurez un livre qui en partie parle de l'histoire du sport olympique. Je l'ai titré Histoire du sport olympique, le secret des vainqueurs. C'est un livre qui va en profondeur sur tout ce qui se fait de 1896 jusqu'à 2016, toutes les préparations olympiques qui ont été faites dans les nations phares. Et donc, j'y présente comment les États-Unis se sont toujours préparés, comment la Russie et l'URSS aussi se préparaient d'abord, avant d'en venir à la Russie. Après, comment la Chine, qui récemment a gagné en 2008 à Beijing, et l'Angleterre, qui en 1996 à Atlanta était 36e mondial, et ce qui avait soulevé un tollé général au niveau du pays, parce qu'il s'était dit que l'Angleterre a une attitude débile, parce qu'ils ont les moyens économiques et le potentiel, mais ils ont une attitude débile parce qu'ils ne pensent qu'au football. Mais ils ont renversé la tendance, ils ont changé leur politique sportive et leur approche, et maintenant ils ont été 3e à Londres et à Rio, ils ont été 2e derrière les États-Unis. Vous êtes enseignant ou chercheur? Je suis enseignant-chercheur. Ah, super. Et expert de l'IAF, conférencier au niveau de la fédération. J'aurais souhaité avoir 2 heures de temps de débat parce qu'avec lui aujourd'hui, on aura beaucoup de connaissances, c'est clair. En face, j'ai un neveu, c'est ça? Ouais. Isundoï. Ouais. Celui qui brise les panneaux. Mais seulement il n'a pas brisé les panneaux de Chine. Youssou c'est l'international, une fierté pour le basket sénégalais. On n'a pas ramené de défaite. C'est vrai, cette sortie, j'ai pas envie de parler de défaite, mais c'est cette victoire, parce qu'on a beaucoup appris. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Et les airs? Ouais, ça va, ça se passe bien. Chine, Sénégal, c'est combien de temps de vol? 24 heures de voyage. Hein. Ouais, 24 heures. Ouais. Ce que tu fais, je pense qu'on a fait Dubaï, Dakar-Dubaï, après c'était 9 heures de temps ou 9 heures et demie, après tu fais Dubaï. Toujours l'avion. Dubaï-Chine, ouais, 9 heures aussi. Mais je pense que c'était adapté avec les chaises, il y a le logo de vos pieds, il n'y a pas eu de problème. Pour les watch et mettre tout. Ouais, non, parce que souvent tu t'assois sur le business, exit row ou bien business, donc. Les basketteurs, vous avez des problèmes. Alors, ça a vraiment des vols assez adaptés. Youssou, ça va? Ouais, ça va. Le Sénégal, ça. Je disais tantôt. Bon, félicitations, je dirais, parce que c'est toute une fierté que de défendre ces couleurs de sa nation sur la scène internationale. Ouais, tout le monde savait qu'aller au mondial, est-ce que le Sénégal allait revenir avec une victoire? On pouvait en rêver, parce qu'en 2015, on a été en Espagne, c'était la première fois que le Sénégal s'est qualifié en 8e de finale. Je parle de ça, c'était là. Et comment vous avez abordé le premier match contre la Lituanie? Perdu, deuxième match, perdu, et troisième match contre le Canada, il y avait l'espoir. Encore perdu. Qu'est-ce qui était le problème? Bon, je pense que pour le premier match contre la Lituanie, je vais dire qu'on n'était pas prêt. Genre mentalement et physiquement. Et quand on est venu, ils nous ont monté dessus dès le début et je pense qu'on a lâché. Bon, après c'est l'expérience. Hein. Tu joues avec Lituanie, c'est la 4e équipe mondiale. Donc eux, ils ont beaucoup d'expérience et tu vois, ils se sont bien préparés, ils connaissaient tout ce qu'on faisait par rapport à nos matchs amicaux et tout. Donc je pense qu'ils savaient vraiment nos points forts et nos points faibles. Et dès le début du match, ils nous ont monté dessus. On n'a jamais eu le temps de se racheter. Et le match est parti comme ça. Tu vois, c'était dur, mais après, je pense qu'après ce match-là, les autres matchs, on est venu prêt. Tu vois, on a joué contre l'Australie et
le Canada qui est des bonnes équipes aussi. Donc, vous avez souvent fait rêver le premier quart-temps, deuxième quart-temps. Ouais, parce que tous les matchs, à part le match de la Lituanie, tous les matchs, on était devant jusqu'à la troisième quart-temps. Après, et ils reviennent. Après, je ne sais pas si c'était juste des problèmes d'expérience ou problèmes physiquement, ils étaient plus près que nous, peut-être, ou je ne sais pas, mais tu vois, c'est juste une expérience pour tout le monde pour apprendre et essayer de repartir, travailler encore dans nos clubs et revenir plus fort. Bon, mais écoute, hein, comme on l'avait dit la fois dernière, hein, par rapport à la participation sénégalaise dans ces championnats du monde, c'est vrai, il y a eu, l'équipe n'était pas dans des conditions qui permettent la préparation. Il y avait eu beaucoup de problèmes. Il faut se dire là. Moi, je tire chapeau aux joueurs, aux Lions. Je tire chapeau à eux. Mais je dis carton rouge aux dirigeants et aussi à l'État du Sénégal. Non, ils ont tout faussé. Non, avant le carton rouge, avant le carton rouge, il y a l'avertissement. Non, c'est pas parce qu'il a un casque rouge. Il faut arrêter. Non, avant le carton rouge, il y a l'avertissement. Okay, il y a le carton jaune. On a brandi l'avertissement depuis fort longtemps ici dans ce pays-là. Ouais. Et rien ne change. Qu'on se dise la vérité. Cette équipe-là a des joueurs qui pouvaient faire une bonne compétition. Tout à fait. On pouvait faire une bonne compétition. Parce que comme il l'a dit, on a tout suivi les matchs de Lyon. Et on a rivalisé avec ces équipes-là que vous voyez. Regardez le match contre l'Australie. Tout à fait. Quand l'équipe du Sénégal jouait, et quand vous regardez aussi même l'équipe du Sénégal contre le Canada. Tout à fait, tout à fait. Donc, mais il y avait en place des joueurs qui étaient prêts, qui étaient combatifs, mais il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Et ça s'est cassé après la qualification à la Coupe du Monde là-bas à Lagos. Je ne sais pas à Lagos, je sais pas au Nigeria. C'est à partir de là-bas où il y a eu des tâtonnements sur l'affaire Adidas. Il y a eu des tâtonnements. Adidas est resté pendant 10 mois, 12 mois, comme ça. Et il y a eu aussi des problèmes de primes, ce qui est aberrant, ce qui est dépassé dans le monde maintenant. Et chaque fois, c'est le Sénégal. Là où on donne au football 10 millions et ils n'ont rien gagné. C'est le football qui a donné 10 millions. Bon, hein, 20 millions. Mais le basket là, mais attention, le basket là nous a valu beaucoup de satisfaction, qu'on se dise la vérité. Le basket aujourd'hui, si on se glorifie en Afrique ou bien dans le monde, mais c'est grâce au basket, c'est grâce à l'athlétisme, mais pas au football. Le football a été en finale 2 fois en Coupe d'Afrique. Ouais, arrêtez ça. Le football n'a rien gagné. On ne peut pas comparer le football au basket. Rapidement, par rapport à... Arrêtez, Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on reparte d'abord sur l'objectif de la fédération. Tout à fait. C'était quoi l'objectif de la fédération en allant à la Coupe du Monde? Tout à fait. Et que c'était pour passer le premier tour? Et que c'était pour gagner un match? Ou bien c'était pour être sur les 17 ou 20 premiers, etc. Tout à fait. Il fallait qu'on sache d'abord c'est quoi l'objectif. Je crois que ça, moi, je n'ai pas entendu en tout cas l'objectif assigné à cette équipe avant d'aller en Chine. Moi, je n'ai vraiment pas entendu cet objectif. Mais en revanche, ce que j'ai pu constater, c'est que en termes de préparation, on a très mal préparé cette Coupe du Monde. C'est quand même la compétition phare au niveau du basket mondial. C'est une compétition phare après les Jeux Olympiques. C'est la compétition phare au niveau FIBA. Et bizarrement, le Sénégal est parti aux Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, c'est la compétition phare. C'est-à-dire qu'on est parti sans feuille de route. Moi, c'est ça que j'ai constaté. Il n'y a pas de feuille de route. Pourquoi il n'y a pas de feuille de route? Parce qu'on ne peut pas, pour moi, débarquer un entraîneur à 10 jours d'une compétition. Ça, je pense que déjà, tu coupes le lien technique, tactique, mental entre les joueurs et le nouvel encadrement que tu mettras en place. Ça, c'est évident. Quelle que soit l'expérience de Moustapha Gueye, quel que soit son background, il n'a pas le temps de s'adapter à la personnalité des joueurs. Tout à fait. Il n'a pas le temps de s'adapter à leur physique. Tout à fait. Il n'a pas le temps de s'adapter à leur vouloir gagner ou vouloir participer. Il n'a pas le temps véritablement de connaître son groupe. Même s'il connaît les joueurs, il n'a pas le temps de sérier aujourd'hui cette cassure-là, morale et mentale qui s'est opérée entre le débarquement de Adidas
et le fait d'aller en Chine. Je pense que ça, c'était manifeste. L'autre point qui était visible, même nous en tant que profanes du basket, on sentait les joueurs extrêmement déterminés, engagés dans les compétitions. Mais à certains moments, on les sentait lessivés. Lessivés. Ça, tu regardes les images, tu sens que ça, c'est des joueurs qui en voulaient, mais qui n'ont plus les moyens physiques d'aller, surtout au niveau du 3e ou 4e temps. Ça c'était perceptible. Vous permettez de demander à Youssou juste, vous confirmez qu'il y a eu cette cassure-là dans la préparation avec le débarquement de Adidas, le tâtonnement entre les deux listes qui ont été publiées, l'absence de Gorgui Sy Dieng, qu'est-ce que ça fait juste? Bon, je pense que, comme il a dit, on peut dire qu'on était tous mis dans une position qui est un peu délicate parce que tous les jours étaient ici. Depuis un mois, on pensait qu'on allait être en regroupement pour 1 mois ou 2 mois parce que c'est ce que les autres ont fait. Ils étaient en regroupement pour 2 mois, 2 mois et demi, 1 mois et demi. Mais tout le temps, il y avait, comme il a dit, le tâtonnement du coach qui sera le coach, qui sera ici. On ne sait pas qui va jouer, qui ne va pas jouer. Et je pense qu'on est tous des humains et il y a des trucs... le basket, c'est juste pas le physique. Je pense que le mental, c'est beaucoup plus important en sport parce que et je pense que mentalement, tout le monde était juste... il y avait trop de distractions avec tout ce qui s'est passé à 10 jours de la compétition. On ne sait pas qui sera là dans le liste et tout. Après, c'est juste des trucs que, tu vois, on va pas tous blâmer, genre, oh, c'est la fédération ou le ministre. Je pense que nous tous, on doit se regarder dans le miroir et sur tous les sports au Sénégal, tu vois. Et je pense que c'est notre problème numéro 1 qu'au Sénégal, on aime le sport, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et je pense que c'est notre problème ici au Sénégal. Et il faut juste qu'on prenne les choses au sérieux parce que le sport, c'est quelque chose de... Tu vois, tu ne peux pas avoir quelque chose qui réunit beaucoup de monde comme ça, là, à part le sport au Sénégal. C'est pas le politique ni rien. Et je pense que... J'adore une phrase de Cheikh Tidiane Gomis. Quand il me dit Sénégal, dirigeant et pratiquant, le dirigeant du sport et le pratiquant, surtout pratiquant, parce que comme il l'a dit tout de suite le garçon, on ne se rend pas compte de la dimension sociétale du sport, professeur. Merci beaucoup. Bon, vraiment, j'ai loué son honnêteté, hein, parce que c'est pas évident. Parce que, comme il l'a si bien dit, il faut qu'on se regarde dans le blanc de l'œil pour se dire les choses. Parce que c'est très important. Il a brossé un aspect qui est la préparation mentale. Et au-delà de tout cela, moi, je vais parler du management de la performance. Parce que moi, je suis psychologue du sport et j'enseigne la psychologie à l'université. Et au Sénégal, Cheikh Sarr et moi, nous sommes les 2 seuls psychologues de sport. Cheikh Sarr, l'entraîneur du basket. Ok. Et donc, il y a des paramètres qu'on ne peut pas négliger si on veut construire une performance. Très souvent, on s'appesantit sur les paramètres techniques, sur les paramètres tactiques, sur certains paramètres physiques, mais on néglige très souvent. Quelle est l'équipe nationale du Sénégal ici qui voyage avec un psychologue de sport? Il n'y en a pas. Je cherche, hein, je cherche. Il n'y en a pas. Moi, je cherche. Maintenant, vous voyez, Cheikh Sarr avec son groupe. Et les grandes nations voyagent toujours avec des psychologues. Non, mais c'est évident, c'est évident. Non, pas avec des... chaque équipe, par exemple, quand on va aux Jeux Olympiques, dans les grandes nations, ça apparaît même dans mon livre, vous allez voir, pour chaque type de sport, au moins, il y a 2 psychologues qui accompagnent. Je ne parle pas de 2 psychologues qui accompagnent toute la délégation. Pour chaque type de sport, il y a 2 psychologues. Il y a 2 psychologues. Parce que les gens ne savent pas que la psychologie, c'est la régulation. L'aspect physique peut être là, l'aspect technique, l'aspect tactique. Mais si vous négligez une petite chose, quelquefois même, l'entraîneur peut bien vouloir faire, mais il tient un discours, mais la façon dont il transmet le discours crée l'effet contraire de ce qu'il veut. Parce qu'il n'a pas les astuces, il ne sait pas quels sont les mots. Et pour en revenir au management de la performance, ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que il faudrait d'abord que les entraîneurs se respectent et soient solidaires. Parce que par exemple, si vous donnez le cas du basket, Tafa Gueye, il est le président de l'association des entraîneurs du basket. Je pense qu'ils doivent être solidaires et, comme on dit en anglais, se baquer. Et quand quelqu'un a des problèmes, a des difficultés, parce qu'il a juste daigné demander des moyens pour bien faire son travail et qu'on le débarque, il faudrait que les gens se respectent et que les gens prennent les bonnes décisions. Parce que moi, j'ai été choqué quand je l'ai entendu à la fin du tournoi dire que oui, moi, je suis là pour préparer l'Afro-Basket.
basket. Mais non, la dernière fois, le Sénégal a été au championnat du monde avec Cheikh Sarr et ils avaient passé le premier tour. Ils avaient gagné 2 matchs en poule. On ne peut pas revenir à cette même Coupe du monde avec presque les mêmes joueurs qui ont le même niveau et dire que on va faire une promenade, après nous allons préparer. Et en cela aussi, il a dit qu'ils sont partis en Chine très tard. Et vous savez, il y a presque 12 heures de décalage horaire. Et sur le plan physiologique, chaque heure de décalage, c'est un jour de récupération pour s'adapter au physio horaire de ce pays-là. L'horloge biologique du sportif a besoin de s'adapter. Et donc, si vous n'y allez pas à temps, vous n'allez pas vous adapter. Vous allez vous fatiguer plus tôt que les autres, même si vous êtes prêt physiquement au niveau de la mer, là, dans votre pays. Vous voyagez, vous perdez ce facteur-là. Et donc, c'est très important. Et ces compétitions-là doivent être planifiées annuellement ou sur le plan quadriennal. Mais docteur, le Sénégal avait tout le temps de planifier. Non, ça, on dit, écoutez, je m'excuse, on dit la Coupe du Monde c'était en 2015. Peut-être pour des raisons de la Coupe du Monde précédente, comment ça s'appelle, en Russie, ils ont décalé pour 1 an. Mais le Sénégal savait qu'avec quand même, on a une équipe à même d'aller en Coupe du Monde. Bien sûr. Le Sénégal savait que Youssou Ndoye l'a dit tout de suite, il fallait au minimum avoir 3 mois de préparation. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Oui. Le problème qui se pose, c'est que, et ça va nous ramener au décret de 2005, j'y reviens tout de suite, le Sénégal gère des événements. On ne planifie pas le sport. On ne planifie pas du tout. Parce que je vous dis, la France va organiser les Jeux Olympiques de 2024. Ok? Et depuis 2016, la France a le groupe que l'on prépare pour ces Jeux-là. Ces jeunes-là sont dans des écoles de sport et dans des académies, et à l'INSEP et dans les crèches. C'est le haut niveau. En France, il y a 500 centres de préparation, dont 110 centres de haut niveau, centres nationaux, 370 crèches, ce sont les centres régionaux de recherche, de l'expertise et de la performance. Et avec comme l'INSEP, il y en a 24. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Au Sénégal, et donc, nous avons non, nous n'en avons pas. Si, INSEP, non, ça, c'est pas la même chose. L'INSEP fait du sport, l'INSEP de l'éducation physique et du sport. Je voulais juste en préciser, intelligemment posé. Mais vous voyez, ils ont été intelligents. Aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, dans tous ces pays. Vous savez ce qu'ils font? Ils utilisent les universitaires, les grands physiologistes, les biomécaniciens, les psychologues, les entraîneurs qui font de la recherche pour accompagner toutes les équipes nationales. C'est ce que j'aime bien, ce que le professeur Fallou Cissé nous dit quelquefois. Quand il vient nous voir, il nous dit, vous allez changer beaucoup de choses parce que vous passez des amphithéâtres au terrain d'entraînement, du terrain d'entraînement vous allez au laboratoire et du laboratoire vous revenez au terrain. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites est vérifié et vous ne tâtonnez pas. Et on a d'autres collègues qui sont comme ça. Mais le problème c'est qu'au Sénégal, on gère des événements et il y a une grosse discrimination. Il faudrait qu'on sache que les sports et les sportifs sont d'égale dignité. Je vous dis une chose, j'en viens à l'arrêté de 2005, l'arrêté ministériel. Nous saluons au passage M. Youssou Ndiaye qui a été un grand ministre qui a voulu faire justice. Mais il fallait commencer quelque part. En 2005, il a créé un arrêté dans lequel il y avait la rémunération et la classification des sports. Les sports étaient classifiés en fonction de leur historique, de leur représentativité, du nombre de médailles gagnées sur le plan et autres là. Et donc, on disait que chaque médaille gagnée, chaque médaille d'or, c'était coté à 2 millions. Une médaille d'argent était cotée à 1 million de francs et une médaille de bronze à 700 000 francs. Et donc, il avait commencé ça. Et donc, le docteur Ahmedien, qui est l'ancien directeur de la haute compétition, a été le dernier à payer ces primes-là. En 2007. C'est pourquoi l'autre jour-là, j'ai entendu le directeur technique du karaté vous dire que depuis 2007, les primes n'ont pas été payées au Sénégal. Et donc lui, il a voulu créer une justice, il fallait commencer quelque part. Et vous savez, c'est quoi une médaille olympique? Elle est cotée de 2 millions de francs CFA. Une médaille olympique, qui est la médaille la plus élevée dans la hiérarchie du sport. Alors que les footballeurs, ils vont en compétition, ils perdent. On leur donne 20 millions, on leur offre 20 millions et le reste des autres, et en plus des primes. Et autre chose aussi. Arrêtons de faire la comparaison. Non, c'est pas une comparaison. On parle d'égalité, on parle d'équité et de justice. Est-ce qu'une médaille olympique en athlétisme ou une médaille olympique au judo ou au taekwondo vaut moins qu'une médaille d'or au Coupe d'Afrique de football? Non. Mais donc c'est ça le problème. Il faut qu'on soit cohérent dans nos démarches et qu'on respecte les gens. Parce que les gens, ils réfléchissent, ils travaillent. Mais une médaille au championnat d'Afrique, parce que le niveau africain... Les tarifs ne sont pas les mêmes dans les autres pays. Allez-y. Non, mais allez-y. Ne sont pas les mêmes dans les autres pays. Ne sont pas les mêmes. Mais en France, ce débat s'est posé. Aux États-Unis, ce même débat s'est posé. Et récemment, avec la Coupe du Monde féminine. Lorsque l'équipe féminine américaine a gagné la Coupe du Monde, tout à fait, elles ont revendiqué les mêmes primes que les garçons. Oui. Vous voyez, donc il n'y a pas un nivellement des primes
d'une compétition à une autre. Mais il y a une précision à faire. Là, on parle d'équité. Non, il y a une Si chose très importante. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame ou de confusion. Il y a une chose très importante. Les Américains, d'abord, on les prépare. Non, c'est un exemple. Ils ont, par exemple, quand il y a une compétition, pendant 2 ans, ils se préparent, ils ont des regroupements réguliers, on les paye, ils sont payés. Mais maintenant, ils voudraient que la prime soit améliorée. Non, on prend les sports individuels. Égal c'est ça, aux primes payées à l'équipe masculine. Mais maintenant, regarde. C'est ça la revendication de Rapio. Elle s'appelle Rapio, c'est ça oui, la capitaine, la blonde, là. La blonde, voilà. C'est ça la revendication. Mais ça, c'est une chose. Ça veut dire que c'est un débat qui se pose, même en France, le débat se pose entre les primes des basketteurs et les primes des footballeurs. Ce que Mbappé a gagné au foot, que s'appelle comment, Rudy Gobert, ne va pas le gagner quand il pouvait gagner la Coupe du Monde. Non, il parle d'équité. Non, c'est pas les mêmes mots. On parle pas de d'équité. D'accord. Non, il faut qu'on comprenne une chose. Il faut qu'on comprenne une chose. Parce qu'il y a la prime de l'État. Et puis les fédérations, à cause de leurs sponsors, le football, par exemple, nous on ne dirait rien. Par exemple, si la fédération de football a ses sponsors et il donne 100 millions à chaque jour, c'est son problème. Mais nous on parle de ce qui vient du ministère. D'abord, ce qui vient de l'État, ce qui vient de l'État et ce qui vient du ministère. Quand tu prends l'exemple du football, la prime donnée à l'équipe nationale, c'est pas la prime du ministère. Non, l'État a donné, le président a offert 20 millions à chaque joueur. Non, la prime exceptionnelle, c'est là où il y a c'est ce qu'on dit nous. C'est ce qu'on est en train de parler. On ne parle pas de la fédération. Mais c'est de ça qu'on parle, pas d'autre chose. Professeur, c'est que ce soit en France, en Allemagne, le football, discipline phare, que ce soit, comment ça s'appelle, il y a toujours des différences. Ça c'est l'exemple est là. Et je vais même te dire mieux. Hein, quand on poursuit ce même exemple, les basketteurs ont eu des primes en gagnant la Coupe d'Afrique. Elles ont eu des maisons. C'est pas le cas pour les footballeurs, c'est pas le cas pour les karatés. Mais parce que le football n'a jamais gagné ça. Je t'explique. Non, le football n'a jamais gagné ça. On gagne une Coupe d'Afrique. Mais si le football gagnait ça, il aurait plus que ça. Mais il y a d'autres disciplines qui ont gagné. Mais nous, karaté, taekwondo, athlétisme. Mais ils n'ont pas de jamais eu ça. Mais pour aller professeur, présent moment professeur, je pense. C'est un niveau, c'est pas que ça quand même, c'est un niveau global qu'il faut chercher. C'est pourquoi on parle d'équité. Il faut revenir, pour moi, c'est ce qui est intéressant. On parle pas d'égalitarisme. C'est la préoccupation. Je comprends. Ce qui est intéressant dans son intervention, c'est de revenir justement aux fondamentaux posés par Youssou Ndiaye. C'est ça. Tout à fait. Pour l'améliorer. L'améliorer, le réactualiser et l'améliorer. Depuis 2007, on essaie de dénoncer ça. Depuis 2007, on essaie de dénoncer ça. Chaque fédération sache au départ, voilà les niveaux de récompense pour chaque titre gagné ou pour chaque... Exactement, c'est le décret. Et c'est ça qu'il faut maintenant réactualiser. Et tu verras qu'en réactualisant ça, et son cours pour on n'aura pas les mêmes niveaux. Donc vous voyez, mais le décret là... Voilà. Gomis, on a parlé de tout à l'heure. Pour finir. Regarde, je vous dis une chose. Moi, j'ai assisté à une scène qui m'a presque fait pleurer avec les jeunes du karaté. Il y a 2 ans de cela. Je les ai vus en regroupement. Non, il y a 2 ans de cela, je vous parle de l'équipe nationale junior du karaté. Ils se sont préparés pendant près de 3 semaines. Moi, j'ai amené mes enfants à l'entraînement et je les ai vus. Je suis venu, le dernier jour du regroupement, j'ai vu la moitié des enfants en train de pleurer. Parce qu'on leur avait dit qu'ils avaient 20 ou 24 combattants. Et la veille du départ, on leur a dit finalement, vous avez 10 billets. Ok, l'athlétisme. Ok, ils ont fait la même chose cette année. À chaque fois qu'on voit en zone 2, il y a 24 places pour les athlètes ou 28. Après, au dernier moment, on dit non, il y a 10 ou 12 billets, mais même il faudrait que le délégué du ministère soit parmi ces billets-là. Alors que récemment, je vous donne un exemple. Pour le basket, ok, il y avait 25 places qui étaient prévues pour toute la délégation. Finalement, ils sont partis avec 35. Qu'est-ce qui a autorisé les 35? Alors que pour les autres sports, on dit non, diminuer. Les autres augmentent, on s'arrange pour les laisser passer. Comment ça se passe au championnat d'Afrique du football cette année? À la Coupe d'Afrique du football cette année. Le ministère a amené combien de personnes? Alors que ça, c'est des athlètes. Je ne parle pas de supporters, je parle d'athlètes. C'est qu'il faut qu'on revienne au principe d'équité, de justice et de management. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas jouer. Les sportifs et les sports sont d'égale dignité. Il faut que les gens se respectent si nous voulons avancer. Docteur, qui vend la destination Jamaïque actuellement? Qui vend la destination Usain Bolt. Usain Bolt. Avant, c'était Bob Marley. Mais depuis 10 ans, c'est Usain Bolt. Mais c'est des musées. On ne peut pas vous dire combien d'argent au PIB jamaïcain, l'athlétisme. On ne peut pas vous dire. Parce que c'est des sports qui peuvent beaucoup apporter. Et le Sénégal a un très gros potentiel. Je vous dis, depuis longtemps, on n'avait pas des Sénégalais qui ont ce niveau. Cette année, on a 3 jeunes Sénégalais qui ont couru en 46 et qui ont le potentiel, si on les suit, de faire les minima pour faire les World Relay ou les championnats du monde et tout. Et c'est des universitaires, c'est des jeunes. Mais ils sont laissés à eux-mêmes. L'athlétisme ne peut même pas avoir un stage de 10 jours.
Alors que quand les années où il y a les Jeux Olympiques ou les Jeux Africains sont des compétitions phares, il faudrait qu'on planifie dans l'année au moins 3 à 4 stages. Avant, ce qu'on avait, c'était qu'il y avait des bourses. Il y avait un groupe de 20 à 25 meilleurs athlètes à chaque année. Chaque mois, ils recevaient à peu près 60 000 francs pour la prime de motivation. Ça leur permettait de manger. Parce que, quelquefois, j'ai amené l'équipe nationale en 2017 à Tlemcen, l'équipe nationale junior du Sénégal. En partant à l'aéroport, on donne les per diem aux enfants. Et rendez-vous bien, pour l'athlétisme et les autres, c'est 10 000 francs par jour. Et on devait faire 7 jours en Algérie. Quand on était en train de faire l'échange, les enfants ont refusé de faire l'échange. Je dis pourquoi? Mais certains d'entre eux m'ont dit, coach, moi je suis dans une famille nombreuse et je ne suis pas chez mes parents. Ça c'est pour mes dîners quand je reviens. Je ne peux pas me permettre de faire l'échange pour acheter des choses. Vous pensez que ces enfants-là peuvent faire des performances? Et malgré ça, ils ont eu des médailles. Et l'un d'entre eux, c'est Louis-François Mango, Louis-François Mendy. C'est lui, il a été vice-champion d'Afrique. À 18 ans, en senior, il a été 4e au championnat d'Afrique. Et c'est un espoir. Il a été médaillé. Il n'a pas de bourse olympique. Il est au niveau du CIAD avec les moyens de la fédération. Et alors que les Gambiens, il y a 5 qui ont une bourse au niveau, une bourse olympique. À quoi sert le comité olympique au Sénégal? On attend que tu te qualifies d'abord, on attend que tu te qualifies pour te donner une petite bourse. Le comité olympique travaille, le comité olympique prépare actuellement. Les comités olympiques préparent actuellement la JOJ 2022. Non, mais le plan de préparation. Non. Je vous dis une chose. Moi, j'ai été au marathon FH. Et je vous assure que je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Nous avons été là-bas avec les membres de la Fédération sénégalaise. Vous savez, les Français, comment ils font? Ils pensent qu'ils ont la science. Ils nous ont fait ça il y a 4 ans de cela avec le marathon de Dakar. Ok, ils ont amené des officiels français qui ne savaient même pas où s'arrêter sur la piste. Si ce n'était pas les officiels sénégalais, ça allait virer au cadre. Tu veux être 5e, on te met 18e ou 30e. Tu peux être 4e, on te met 50e. Parce qu'ils ont tout, mais ils ne maîtrisent pas. Alors que les Sénégalais ont la main. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Nous avons des officiels techniques internationaux comme Fatou Sissoko et plein d'autres. Ils sont là. Mais maintenant, c'est eux qui ont payé et ils ont amené notre officiel. À qui la faute? Mais ils ont fait le marathon. Non, on ne respecte pas seulement les officiels. Mais non, ils ne respectent pas les gens. Oui, c'est pas. Aujourd'hui, tu as mal. Mais non, mais attends. Tu es à l'aise. Non, Nalla Fall est en train de dire tout ce que j'ai. Depuis des années, c'est ce que je disais. On ne maîtrise pas le haut niveau. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, c'est lui le premier responsable. Bien sûr. Il ne maîtrise pas. La politique d'orientation. Il ne maîtrise pas le haut niveau. Aujourd'hui, le haut niveau, c'est avec le haut niveau qu'on peut gagner. Regardez le basket. Si on l'avait mis, parce que, comme Youssouf, il connaît le haut niveau. Et si vous le mettez vraiment dans l'amateurisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Bien sûr. Il ne peut pas s'exprimer. C'est ça aujourd'hui le problème de notre sport. Nalla a tout dit. Moi aujourd'hui, je ne fais qu'écouter Nalla parce que c'est à nos autorités d'écouter ce que nous voulons. Soit on fait du sport ou bien on arrête dans ce pays-là. Parce qu'on ne joue pas. Le diagnostic est clair. Les mots, tout le monde connaît déjà les mots. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de stratégie, en termes de, je sais pas, de plan d'action? C'est ça qu'il faut faire, professeur. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Le diagnostic, tout le monde. Moi, j'ai amené. Sur le plateau de Walfadjri, c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? J'ai amené. Moi, c'est la réponse de l'universitaire. Moi, j'ai passé de 2000. Mais il paraît que les universités, il y a beaucoup plus de théoriciens. Non, je vous dis, de 2013. Non, ça c'est révolu. Ça c'est juste une vue de l'esprit des gens qui ne connaissent pas l'université qui disent des choses de ce genre. Parce que Cheikh Sarr, il est chef de département du sport. Il est entraîneur de l'équipe nationale. Il est psychologue. Est-ce que lui c'est un théoricien? Non. Il est sur le terrain tous les jours. Et nous, à la rigueur, nous ne prenons pas de cours l'après-midi pour être sur le terrain. Nous faisons tout pour faire cours de 7h à 14h. Comme ça, l'après-midi, on est sur le terrain avec les athlètes. On a des enfants de 5 ans, 6 ans jusqu'au senior. On est tout le temps sur le terrain. Ça, c'est une vue de l'esprit. Mais maintenant, comme je dis, nous, ce que nous faisons comme réponse en tant qu'universitaire et acteur, nous produisons. Je vous dis que dans 10 à 15 jours, mon livre va sortir sur l'histoire de la préparation olympique et la proposition de système pyramidal pour le sport au Sénégal. À vous suivre, vous n'êtes pas accompagné. Parce que moi, je sais, au fait, ça on le dit, et depuis ma tendre jeunesse, les chercheurs sénégalais, on ne les accompagne pas. Quand je dis, on se retrouve dans la politique d'orientation de l'État. On ne peut pas avoir des experts du genre. Autrement dit, vous avez la solution à la pertinence de la question du président Momar. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il faut à la place? C'est pourquoi je dis en général, ceux qui parlent, en général, ceux qui donnent les réponses, tu es mis à côté. Parce que dit carrément, qui est mis au tahol. On va chercher ceux qui ne peuvent pas
entreprendre rien du tout pour les mettre à la place. Mais moi, je vous souhaite de lire le livre. Parce que quand vous lirez le livre, vous allez vous rendre compte. Parce que d'abord, professeur, oui. est-ce qu'il suffit juste d'écrire un livre? Non. Tu sais, les livres. Ça, c'est un premier pas. On en produit des livres. Hein, ce que vous avez écrit, certainement quelqu'un d'autre l'a Au Sénégal, je dis au Sénégal, non, parce que nous, on fait nous faisons la revue de la littérature. Parce que non, attendez, une précision. Ce que je veux dire, c'est que vous, en tant que chercheur, vous êtes dans le sport. Quels sont aujourd'hui vos liens avec, en tant que professeur d'université, quels sont vos liens aujourd'hui avec l'autorité sportive du Sénégal? Tout à fait. Est-ce que vous avez un lien qui puisse vous permettre aujourd'hui, qu'on puisse vous utiliser, vous, en tant que chercheur, en tant que matière grise, pour justement donner les orientations, Tout à fait. fixer une politique, donner des propositions au ministère des Sports pour dire, voilà, nous, universitaires, Voilà regroupés au sein, n'est-ce pas, des universités du sport, Voilà avec les chercheurs, qui sont également des acteurs. Voilà ce que nous vous proposons comme politique d'orientation, etc. Je pense que ça également c'est important. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Non, je sais. Oui. Je sais également, c'est que moi également, en tant qu'acteur sportif, je constate, c'est qu'on écrit. Professeur Sakho, il a écrit. Il a écrit. Beaucoup écrit. Ils sont nombreux à écrire, à faire des diagnostics, à faire des propositions. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre lien avec l'autorité sportive? La question là. Justement, la pertinence de votre démarche puisse être mise en exécution par rapport à notre politique. Laissez-le répondre. C'est ça qui est important pour moi. Allez-y. Vous savez, moi, je vous dirais que moi, je suis un produit du bénévolat des entraîneurs sénégalais et de l'école publique sénégalaise. C'est pourquoi, moi, je me suis dit, moi, je vivais au Canada. J'ai eu la proposition pour revenir enseigner. J'ai accepté de venir dans les conditions où je sais que c'est 4 fois moins que ce que j'avais là-bas. Ok? Donc ça. Et maintenant, la réponse c'est quoi? La production. Aller sur le terrain, voir ce qui se fait. Faire de la revue de littérature, comme je vous ai dit. Voir ce qui se fait à travers tout le monde. Ce qui se fait en Afrique et adapter ça aux réalités socio-économiques et psychosociales au Sénégal et produire la chose. Ok? Ça, c'est un premier pas. Et après, c'est quoi? Moi, je suis au service du ministère et de la fédération. Parce que moi, je suis entraîneur national. Je suis sur le terrain et tout ce que je produis, je le propose à la fédération et je participe à l'élaboration de tous les plans, programmes pour la et la fédération soumet ça au ministère. Maintenant, c'est au ministère de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Nous, ce que nous devons faire, nous le faisons. Maintenant, de l'autre côté, il faut que les autres soient proactifs et qu'ils réagissent et qu'ils acceptent ce que nous faisons. Mais maintenant, on a écrit, on est sur le terrain. Réponse. Je tourne vers Youssou Ndoye. Après le fiasco, 5 défaites, 5, on l'a salué. Le parcours, bien entendu. Esprit guerrier, bien Ndiaye. Qu'est-ce que vous avez dit dans les vestiaires? Bon. Bon, je pense que c'était vraiment dur, tu vois, en tant que compétiteur, de partir en Coupe du Monde, même si, genre, on peut dire qu'on n'allait pas pour gagner la Coupe du Monde, mais quand même, il y a le minimum à faire. En 2014, on est parti en 8e de finale, donc si tu repars encore, tu te dis, ok, on va essayer de partir au quart ou quelque chose. Même si on était dans une poule qui était vraiment difficile, mais c'est juste, je pense que là, il faut juste essayer de tirer les choses positives et prendre de l'expérience. Et on espère que la prochaine fois, pour la CAN et les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde encore, on va mieux faire les choses. Je pense que c'est le truc. Non, il y a eu le débriefing. Pour moi, il faut juste l'évolution dans le sport. Oui, il y a eu le débriefing juste après l'élimination. Après avoir perdu les 2 matchs de classement, vous avez discuté dans les vestiaires. Vous avez regardé. Bien sûr, le capitaine a parlé, l'entraîneur a parlé. C'était quoi le discours? Je pense que le discours, c'était juste que il faut qu'on est en compétition et il faut juste qu'on essaye d'oublier et de passer à autre chose et d'apprendre sur ce qui s'est passé, quoi, et juste essayer de ne plus se reproduire. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette dépendance gorgissidien? Non, je ne pense pas. Je pense que Gorgui, c'est un frère à moi, bien sûr, et on a grandi ensemble et tout, mais je pense que au Sénégal, on a assez de joueurs pour... c'est pas un truc... je pense que c'est ce qui est bien au Sénégal. On a tellement de basketteurs ici que tu peux tout le temps sortir quelqu'un et rajouter quelqu'un, mais je pense que c'était plus juste une question de... Je pense que les autres équipes étaient plus près que nous. C'est tout. Je pense que c'était juste simple. Nico, pour moi, ce qui est important dans la question, c'est de faire une évaluation.
que l'évaluation soit sans complaisance. Merci. Pour tirer les enseignements et fixer maintenant le cap pour les futures échéances. En fait, justement, c'est ce que le professeur dit, pour mettre en place les critères de performance, des objectifs absolument clairs, une feuille de route absolument claire pour être parmi les meilleurs. Mais il a dit tout de suite, l'équipe de France qui prépare les JO 2024. Présent. Il faut une évaluation Présent. de cette campagne, aussi bien au niveau du ministère qu'au niveau de la fédération. Non, président, on ne cesse de le dire. Voilà, et sans planification, qu'est-ce que tu peux réussir? Sans planification. Ça, la planification. Mais on est revenu de bientôt, quoi, une semaine, 10 jours, une semaine. Mais on n'a pas encore entendu même le mot évaluation. Rapport évaluation. Non, on évalue dans les télé, sur les plateaux. C'est important. Sur les plateaux. Non, c'est pas sur les plateaux. C'est comme si, quand on a quitté, après la Coupe d'Afrique, au niveau du top manager, au niveau de technique, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. C'est quand on était en Russie. Et les gars, le lundi de Walfadjiri. C'est pas ça l'évaluation. Nous, c'est notre travail. C'est ça. Que d'appeler des invités, des personnes ressources et discuter de l'actualité du sport. Mais qui doivent évoluer? C'est d'abord la fédération, c'est le ministère des Sports, ce sont les techniciens de la direction technique nationale. Mais là, on met plus en avant le directeur technique que la direction technique nationale. Ça ne suit pas directeur technique. C'est comme si tu ne réfléchis pas. Alors, si tu ne réfléchissais pas. Alors qu'on parle d'une direction technique nationale. Le directeur technique doit être moins en vue. Moins en vue. Sonko, là, vous venez de toucher un problème très important et qui est épineux. Vous voyez le bénévolat. Le bénévolat tue le bénévole. Non. Ça tue le bénévolat et ça tue le sport. Tout à fait. Okay? Le bénévolat est fondamental et important et incontournable dans le sport. Mais ce bénévolat-là ne peut pas être l'œuvre des acteurs, ça veut dire des joueurs et des entraîneurs. Eux, ils ne peuvent pas être bénévoles. Mais maintenant, les stadiers, tous ceux qui tournent autour du stade, ils sont bénévoles, mais on leur donne même à manger et le prime de transport. Mais regardez ici, l'entraîneur du football, il a un salaire. Certains entraîneurs de basket font du pige. Les autres entraîneurs nationaux, aucun n'a de salaire. Et il n'y a pas de pige, il n'y a pas de salaire. Et une chose encore, quand le football ou le basket, peut-être, ils vont en tournoi, premier tour, il y a d'abord la prime de sélection, prime pour le premier tour, second tour, jusqu'en finale. Alors que pour les autres sports, vous savez, athlétisme, taekwondo, tu fais le premier round, second round, jusqu'à aller en finale. Il n'y a pas de prime de tour passé, il n'y a pas de prime de sélection, et tu gagnes ta médaille, tu n'as pas de prime. Il y a une discrimination négative. C'est clair. C'est ce que je disais par rapport au Navetan. Vous savez, c'est le travail des fédérations aussi. Moi, je dis... Non, la volonté politique d'abord. La politique d'orientation de l'État d'abord. Avant les fédérations. Les fédérations ne sont pas délégataires. La politique c'est l'État, c'est l'État. C'est l'État, c'est l'État. Tu vois, des fois, quand tu les rencontres dans des cérémonies ou à la rue, il y a le nom État. C'est-à-dire l'État, c'est le garant de cette orientation du sport sénégalais. Bien sûr. Présent, je ne vous apprends rien. Moi, je suis un produit du Navetan. Je sais Navetan li mu def ci man parce que moi je viens du cru sénégalais. Bien sûr, oui. Kolda si suuf laa jógee. Comme ñu bari d'ailleurs. Lu bari Navetan li mu def ci man. Ñii li ñuy def aujourd'hui quand on parle dañuy ŋàññi Navetan. On arrête le Navetan au Sénégal, vous verrez la catastrophe qu'il y aura. La catastrophe qu'il y aura. Ça doit être réorganisé. Ça doit être réorganisé. Accompagné. Accompagné et réorienté. C'est quand il y aura les grands événements, le RECAB organise, l'ONCAB organise, que les autorités arrivent. Et aussi, ils jouent le jeu des politiques. Eux aussi, ils jouent le jeu des politiques. On parle souvent de l'État. Ils jouent le jeu des politiques. Ok, on parle souvent de l'État. Les politiques, c'est quoi? Les collectivités locales, qu'est-ce qu'elles font pour la jeunesse de le quartier? Qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse? Zéro. Mais c'est ça. Voilà. Moi, je suis à Grange où il n'y a que des talents. Il y a à tout point de vue. Mais je n'ai jamais senti, il sait de quoi je parle, la mairie de Grange accompagner les jeunes de Grange. Elle est exposée, les jeunes. La jeunesse, elle est exposée. Alors qu'il n'y a que du talent à tout point de vue. Youssou, rappelle-moi ton club en France. Nanterre. Nanterre. L'année dernière, tu as performé. C'est quoi tes stats? 14 points, 9 rebonds par match. Par match. Presque double. En finalité, vous avez été jusqu'en... On a juste fait les playoffs après. En tout cas, tu fais partie des meilleurs Sénégalais. C'est le Pro A, Pro B. J'étais parmi les 3 meilleurs Sénégalais. Nanterre, hein, Pro A. Non, j'étais parmi les top 5. C'est ça, les top 5 du championnat. Le type major. Félicitations, jeune homme. On a Gorgui Sidien, on a Maurice Ndour, on a... J'ai eu l'occasion de le suivre un match là sur Canal. Le Sénégal est petit de talent, c'est ce que vous dites? Non, c'est pas un pays petit. Pétri de talent. Pétri de talent. Tout à fait. Et vous voyez, je vous fais une petite comparaison en rapport avec la démographie, l'importance de la démographie d'un pays, l'importance du PIB, ça veut dire la richesse du pays, et puis l'importance de la volonté politique. Et je vous donne 3 pays, une comparaison de 3 ou 4 pays. Vous prenez l'Inde, le Sri Lanka, le Cuba et le Sénégal. Ok?
Le Cuba a 11 millions d'habitants, le Sénégal 15 millions, l'Inde a presque 1 milliard et quelques d'habitants, et le Sri Lanka a 20 milliards d'habitants. Ok? Non, 20 millions. Ok? Et leur PIB, ils sont tous plus riches que le Cuba. Et le Cuba, dans son histoire, a 226 médailles olympiques, dont 78 en or. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la volonté politique. Et l'Inde a 2 médailles d'or depuis son existence. C'est un pays très puissant et qui a une démographie très importante. Le Sénégal a une médaille d'argent. On a une médaille d'argent et on est 15 millions d'habitants. Mais parlant de l'exemple de Cuba, c'est quand même plus la géopolitique qu'autre chose. C'est ça la volonté politique. On peut le faire. Excusez-moi, c'est comme ça. C'est j'ai dit 5 ans. J'ai dit, je donne juste un exemple. C'est l'exemple de l'URSS. C'est aller très vite. Il y a pas mal qui est de l'autre côté, il y a des techniciens qui vont de l'autre côté. Vous voulez toujours, sur le plan géopolitique, non, sur le plan géopolitique d'abord, sur le plan géopolitique, rivaliser, s'exprimer à travers le sport, pour montrer à l'Occident, des États-Unis, la France. Merci, c'est quand au plateau, quand tu as Momar Lo, je l'aime plus en débat général que c'est une pertinence président. Vraiment, moi j'adore que tu sois là en débat avec moi, parce que là, c'est transversal. C'est super. En tout cas, félicitations pour tout. Vous faites l'ODCAV de Dakar. Non, c'est pas seulement l'ODCAV. Même pour la fédération, c'est une personne ressource. Je connais l'immensité de votre travail et vous répondez bien à la tâche. Au Sénégal, on a de l'expertise. On l'a. Mais voilà, c'est bon pour les Sénégalais. Merci, professeur. Je pense que vous êtes là. Oui, je suis là pendant les vacances. Je suis de Dakar, mais j'enseigne à l'université de Saint-Louis. Vous serez là avec moi. Vous serez avec soit le lundi, là, ou le lundi. Non, les Sénégalais ont besoin de vous. Il faut approcher les fédérations. Regarde, non, moi, d'accord, vite fait, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, je vous en prie. Je ne veux. Je vous souhaite toute une belle carrière. Ouais, merci. Bon, il est issu d'une famille de basket. Quand je parle de sa maman déjà, vous allez penser à elle tout de suite. Madame Doy, qu'on ne présente pas. Diawara, quand on parle de la famille Diawara, on te parle de Koumba Dikel Diawara. Waaw, tel... xam nga dama déggul wolof. famille de basket. Non, dama déggul wolof. C'est super. C'est super. En tout cas, félicitations. Et je te permets de dire coucou à ta maman, ton papa semble nous laisser dans cette fierté. Coucou, je sais qu'il regarde et tout, mais j'espère que vous fait d'ailleurs. Non, mais en plus, comme on dit, mais aussi il y a un effort personnel. C'est ça le mérite. Parce que le potentiel peut être là, mais si on ne fait pas les efforts nécessaires, on devient d'abord. C'est un lion. Quand il est au basket, tu ne vois jamais son sourire. Non, c'est un lion. Quand il est au basket, tu ne vois jamais son sourire. Mon grand frère m'a prêté l'attention en 2002. L'équipe nationale du Sénégal, quand on battait la France, tu as vu les gens danser après le but, mais il n'y avait aucun sourire. Gagner des moyens d'habiller. Merci à Cheikh Diop. Gâte trop, parce que on avait de la crème autour du plateau. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à Ousseynou Sall pour le décor. Merci à vous, nos très chers téléspectateurs de Walf TV. Merci au monde du sport du Sénégal. Lundi prochain, on sera là pour encore débriefer sur les réalités du sport sénégalais. Au revoir et à lundi.